Waouh, la redite de la saison 1 est forte dans cet épisode. Ouais, on va se centrer aujourd'hui sur Cendrillon, qui donc, ça se passe peu de temps après qu'elle a fui le château et qu'on l'a accusée de meurtre. Elle est sur sa moto toujours. Ouais, non, je vais pas m'étendre là-dessus, mais ouais, elle se rend donc à l'endroit où Henri lui a demandé de l'attendre, et c'est là que il y a un soldat qui passait par là, j'en sais rien, on n'a aucune trace de cheval, il était là avant elle, ouais, là, donc un soldat qui l'attend, quoi, épée à la main, dit «Ah, tu es tué, notre presse!» Et avant de pouvoir en faire plus, il est... Je sais pas s'il est tué ou mis KO à son tour par la princesse Tiana, qui était au bal, donc rapidement. J'avais pas fait gaffe, parce que voilà, on la voyait très rapidement, Tiana, dans l'épisode 1, mais ouais, c'est en fait la même personne que la copine de Cendrillon qu'on voit dans notre monde à nous. J'avais pas fait gaffe à ça, mais ouais, donc c'est un perso récurrent important, voilà, ok. Et alors là, c'est le truc complètement bien raccord avec ce qu'on connaît de la princesse Tiana. Et ben en fait, on apprend que c'est le chef de la résistance contre le pouvoir en place, dont la belle-mère de Cendrillon fait partie. Ok, alors il y avait tellement de trucs assimilés, très cons là-dedans pour moi, que j'ai eu beaucoup de mal à m'y faire tout de suite. Donc voilà, elle, chef de la résistance. Tiana, chef de résistance. Ouais, vous voyez le film La Princesse et la Grenouille, vous vous dites, ah ouais, ce personnage-là, je la verrais complètement en chef de résistance, hein, ça correspond totalement à sa situation. J'ai le sentiment que le petit passage rapide de l'épisode 1, on lui propose des cuisses de grenouille, elle dit non, ça va être à peu près le seul rappel à ça. Bon, peut-être pas, peut-être qu'ils essaieront de faire un flashback en accord, mais je veux dire, Tiana, chef de rébellion. Et puis, on apprend donc que ouais, le pouvoir en place, tyrannique, tout ça, et ben en fait c'est pas seulement le prince et consort, c'est la belle-mère qui tire les ficelles d'une certaine façon. Ça colle moyennement avec le fait qu'elle voulait faire caser Javotte avec le prince dans l'épisode 1 et qu'elle a dû le tuer pour qu'elle épouse son frère cadet. À ce niveau-là, parce que ça semble suggérer qu'elle voulait avoir le pouvoir. J'ai le sentiment, mec, c'est comme pour la saison 1, c'est-à-dire que ils ont fait le premier épisode, et après ils ont brodé autour, hein. J'ai l'impression que c'est un peu ça, hein. Quelqu'un m'avait déjà dit ça. Donc ouais, j'ai l'impression que ils ont fait la même, là, pour cette saison 7. Ouais, la belle-mère avait déjà la main mise sur les pouvoirs avant. D'ailleurs, on apprend que c'est elle qui était à l'origine du meurtre du père de Cendrillon. Voilà, hein, elle est à l'origine de tout à peu près, la belle-mère, celle qui est responsable de tout ce qui va pas dans ce royaume apparemment. Et ouais, on va apprendre plus tard que c'est parce que quand elle était jeune, Cendrillon a malencontreusement provoqué la mort d'Anastasie. Donc ouais, elle avait bien deux filles, la méchante belle-mère. Et donc à cause de ça, la belle-mère en veut énormément à Cendrillon et et se plaît à faire de sa vie un enfer. Ouais, ok, c'est Regina et Blanche-Neige, merde. C'est la même chose. C'est la même putain de chose. Vous pouviez partir sur de nouvelles bases en créant de nouvelles motivations pour le méchant. Des motivations qui diffèrent. Parce qu'on apprend aussi à un moment donné qu'elle veut ressusciter sa fille Anastasie. Parce que c'était super important pour elle, cette personne. Je veux dire, c'est exactement ce qu'a vécu Regina pendant un moment aussi, quoi. C'est un Regina bis que vous créez comme méchant, là, tout de suite. Et je suis... Ouais, non, je suis pas... Je suis pas super emballé. Enfin bref, Tiana, donc la chef des rebelles, invite Cendrillon à les rejoindre. Donc elle accepte, elle chevauche sa moto. Et elle laisse un soulier derrière pour laisser une trace pour Henri. Elle pourrait juste lui laisser un message. Genre, elle pourrait juste attendre un petit peu. Genre, d'accord, je vous accompagne, mais vous pourriez pas attendre genre une demi-heure, une heure. Il y a quelqu'un que je connais qui est censé arriver. Non, ok, bon.
Non, enfin, je comprends pas. Je comprends vraiment pas le délire, quoi. Ils ont essayé d'être raccord avec ce qu'on voit dans l'épisode 1, mais sans y réfléchir plus que ça. Voilà, l'épisode 1, ils ont fait, ah tiens, il y a ce soulier, c'est pour faire un symbole, tout ça. Et puis, comment il s'est retrouvé là? Donc, elle les suit et, au camp très vite. Genre, 2 minutes après qu'elle a commencé à rejoindre le camp, bon, il s'est passé un certain temps, une certaine ellipse, mais 2 minutes après qu'on l'a vu rejoindre le camp, ben, il y a Henri et compagnie qui arrivent. Voilà, donc la grande recherche de Cendrillon, la personne qui représente quelque chose pour lui. Voilà, ça se résout comme ça au tiers de l'épisode. Ok, cool. Et tout le monde prépare des plans pour se battre contre la méchante belle-mère parce que voilà, c'est comme apparemment voilà, c'est la tête du serpent qu'il faut couper. À la place de Regina, j'essaierai de me renseigner un petit peu sur quel pouvoir elle a, la méchante belle-mère, essayer de voir s'il n'y a pas moyen de l'affronter direct comme ça a été fait avant, de trouver des sorts pour la contrer, ce genre de truc. Parce que si c'est juste une personne à descendre, c'est ça nécessite pas des tonnes et des tonnes de préparation. Punaise, pour Hyde, ils ont réglé ça en une journée. Et là, ils ont tout un camp de rebelles à disposition pour ce genre de truc. Mais non, il y a besoin de temps pour ça. Ça lui donnera toute l'occasion à la méchante belle-mère de faire sa malédiction qui rapportera tout le monde dans notre monde. Mais en même temps, Cendrillon a vu un espèce de symbole qui lui rappelle la Anastasie qu'elle a fait mourir, on sait pas trop comment. Et donc ça l'amène voir la méchante belle-mère toute seule. Ce qui fait qu'elle lui pose un ultimatum, il lui remet face à son Anastasie, quoi, qui est dans un cercueil où il lui reste genre un pseudo-souffle de vie, et elle a besoin d'un cœur pur pour arriver à la faire revivre, et elle lui pose un ultimatum, soit tu me donnes le cœur d'Henri parce qu'il est pur, tout ça, j'ai fait mes recherches, hein, je savais pas au moment où où j'ai voulu laisser Kylian le faire partir, mais maintenant je sais que c'est important qu'il reste là parce qu'il a besoin de son cœur, hein, vraiment. Et 3 épisodes, vous faites même pas gaffe à ce genre de truc, sérieusement. Donc, elle lui dit, voilà, tu prends le cœur d'Henri et à ce moment-là, je ne truciderai pas tous les gens de ton groupe. La réaction logique de Cendrillon aurait dû être ok les gars, je sais que vous avez de l'expérience, faites gaffe, Cendrillon vous attend et tout. Non, elle se dit oh, je veux pas que les gens souffrent, alors elle essaye de s'y plier. Mais en voyant Henri dormir et se disant ah non, je peux pas faire ça, elle essaye de faire ça avec un autre mec, un vieux qu'on a rapidement présenté, qui était quelqu'un de très sage et qui était prêt à donner son cœur, à donner sa vie pour la cause. Je dis ouais, je vais peut-être prendre son cœur à lui, ça suffira. À la place. Très, très, très sympathique cette héroïne. Donc, et Regina la prend en flagrant délit et lui dit non, c'est pas la chose à faire. Elle la conforte en lui disant que il faut que tu te pardonnes toi-même avec ce qui s'est passé, tout ça. Et Cendrillon commence enfin à avoir un peu de plomb dans la cervelle parce que oui, sans vouloir être vexant, c'est pas juste une question de savoir se pardonner soi-même, c'est une question de savoir réfléchir. Tu penses sérieusement que si tu vas donner le cœur d'Henri à cette femme-là, il y a des chances que ça sera forcément paix, il n'y a plus de problème. Il y a des chances que non, sérieusement. Et surtout si tu lui apportes un faux cœur même. Tiens, c'est pas le cœur d'Henri, c'est le cœur d'un mec sage qui est pas forcément pur. On n'est pas sûr qu'il soit forcément pur ce cœur. Eh ben, si ça se trouve, ça va mal se passer, ça va l'énerver plus et elle risque vraiment de se mettre en colère et de tuer tout le monde. Non, non, non. Tu te dis, ouais, il faut que je lui apporte un cœur, c'est primordial. Non, désolé, j'ai un peu de mal. J'ai un peu de mal avec ce personnage-là. Elle est pas très intelligente, cette Cendrillon, hein. Pas très intelligente. Donc, grâce aux paroles réconfortantes et encourageantes de Regina qui sait un peu ce par quoi elle passe, ben, c'est normal qu'elle sache un peu ce par quoi elle passe, vu que c'est une Blanche-Neige bis, hein. Elle arrive à se décider de dire en partie la vérité, c'est-à-dire qu'elle dit pas qu'elle a un passé trouble en ayant causé la mort d'Anastasie, mais elle dit ouais, elle vous attend et tout, faut pas faire ça, et elle est toujours prête à embrasser la cause. Et donc ouais, on va voir donc cette nouvelle configuration où on va avoir un camp rebelle et tout le monde qui bosse ensemble et tout ça. Je sais pas, j'espérais vraiment que les retrouvailles entre Henri et Cendrillon, les premières retrouvailles entre Henri et Cendrillon,
sont un peu plus émouvantes que ça. Hein. Je vous le cache pas, mais là c'est balancé comme ça et après on nous balance toute cette situation qui sert juste d'exposition pour nous balancer un peu des bribes du passé de la méchante belle-mère pour dire que en fait oh, si elle est aigrie c'est pas juste parce qu'elle est aigrie et méchante, c'est parce qu'elle a perdu sa fille, tout ça. C'est le même principe que Regina, ok. Et donc j'imagine qu'on va essayer de donner un flashback à cette femme. J'espère qu'on expliquera comment ça se fait qu'elle soit genre à la tête de tout. Même apparemment avant que sa fille Javotte ait épousé le prince successeur. Non, elle était à la tête de tout, elle était à la tête de tout avant aussi. J'espère que vous expliquerez ça bien. Pour l'instant, j'ai l'impression que vous avez vraiment pas réfléchi à ça de l'épisode 1. C'est ah, je retrouve bien là hein, le Once Upon a Time que je connais, hein, c'est clair. Hein. Donc, flashback, bof, voilà, bof. Je pense que si je ne connaissais pas la saison 1 de Once Upon a Time, j'arriverais à être plus pris dedans, mais étant donné que je connais la saison 1 et que ça fait redite de façon assez poussée, ouais, non, je suis pas particulièrement pris dedans, je vous le cache pas. Dans le présent, notre trio d'enquêteurs avec Henry, Kylian et Regina ont commencé à avoir des informations. Enfin, une information qui tombait bien parce que il y a quelqu'un qui est venu à son bar et qui s'est beurré la gueule à Regina et qui lui a balancé des infos comme quoi il a reçu un pot de vin de la part de la méchante Victoria pour qu'il accepte de faire accélérer une demande de chantier. Voilà, ça tombe bien. Je croyais en plus que Regina, il y avait plus beaucoup de clients à sa porte, mais il y a toujours des gens qui viennent régulièrement, donc c'est une affaire qui me semble marcher un petit peu, hein, du peu qu'on voit en tout cas. donc, donc ouais, ça tombe plutôt bien ça. Et c'est là que Kylian décide de faire une petite planque pour le suivre, à l'insu de Rumpelstiltskin qui voit assez vite le poteau rose. Et donc après avoir vu le type en question, un mec en costard, chef d'entreprise ou je sais pas quoi, qui a accepté un pot de vin de la part de Victoria pour lui permettre de faire son chantier, il décide de le coffrer en ayant assisté à ça, mais il est vite libéré parce que influence de Victoria et tout, et c'est là que Rumpelstiltskin lui dit qu'il faut la jouer fine, il faut pas juste la jouer il faut foncer dans le tas et arrêter les gens dès lors qu'ils font un mauvais truc parce que c'est un système différent dans le coin. Je sais pas exactement comment c'est censé marcher juridiquement, je vous le cache pas à nouveau, mais ouais. Donc, c'est intéressant de la part de Rumpelstiltskin parce que à nouveau, je sais pas exactement ce qu'il veut. Et je trouve, ça c'est un peu la partie que j'ai préférée de cet épisode, c'est-à-dire qu'il y a cette dynamique entre Rumpelstiltskin et Kylian, où Kylian essaye d'être vraiment le flic intègre, qui essaye le plus possible d'agir le plus honnêtement possible, le plus directement possible, et où Rumpel n'a pas l'air d'être un si mauvais bourre que ça, mais ça a l'air d'être quelqu'un qui sait que le système est pourri et qui essaye de faire avec. Et qui se dit, oui, on peut pas malheureusement coffrer ceux qui sont avec du côté de Victoria et comme ça, parce que elle a le bras long, et il faut la jouer fine à ce moment-là. Et ça peut être intéressant à juger par rapport à ça, c'est-à-dire quel lien il y a entre ces deux-là et tout et tout. Je suis impatient de voir comment ça fonctionne en fait. Comment il marche le personnage joué par Rumpelstiltskin. Voilà, ça le sort de sa zone habituelle, et honnêtement, ouais, j'attends de voir encore comment on va justifier le fait qu'il est présent et qu'il n'a pas l'air de se souvenir de grand-chose. Mais, ouais, le rôle qu'on lui fait jouer, il n'est pas inintéressant. Donc, reste à voir si vous le gérez bien par la suite. Quoi qu'il en soit, dans l'intrigue principale, pendant ce temps-là, on voit en gros le chantier en question qui est sur un jardin public qui avait déjà été introduit avant, donc c'est bien de faire ça au moins, hein, c'est bien de faire ça au moins. Et, euh, et elle est pas super contente, Cendrillon, de voir ça parce que c'est un jardin public qui adore sa petite fille et elle veut pas.
elle veut pas qu'il soit détruit. Et donc, alors qu'elle se rend au bar et qu'elle discute un petit peu avec Regina et Henry, elle reçoit l'idée de Regina de faire une pétition. Et grâce à cette pétition, on pourra empêcher le chantier de se faire, les bulldozers de détruire l'endroit et tout et tout. Donc elle s'y lance, etc. Hein, ça a l'air bien parti pour ça. Pendant ce temps-là, il y a Lucy qui a un rôle vachement conséquent dans cet épisode. Et c'est là que je me rends compte que j'ai peut-être été un peu trop gentil avec l'actrice. Parce que je disais qu'elle était meilleure qu'Henri, mais maintenant que je l'ai vue être aussi mis en avant, non, pas tant que ça. Ça me fait à peu près le même ressenti qu'Henri au début de la saison 1, c'est-à-dire un enfant acteur qui se force, qui sait pas trop jouer, étant donné qu'elle va pas avoir l'occasion de gagner en expérience au fil de plusieurs saisons, ouais, je suis pas super intéressé, d'autant plus qu'elle sort exactement le même putain de discours. Oh, il faut croire aux contes de fées, tout ça, tout ça. Et elle a l'air d'être sûre cette fois. Cette fois, j'ai l'impression qu'elle sait. C'est pas comme Henri qui a l'air d'avoir une intuition forte que c'est le cas, la magie elle existe. Elle a l'air de vraiment être au courant. J'espère que c'est ça, parce que si on apprend plus tard que non, elle est pas réellement au courant, c'est juste qu'elle a une forte intuition, c'est un nouveau Reddit. Bon, mais puisqu'on parle de Reddit, donc elle se dit ah mais c'est clair, la méchante Victoria doit cacher quelque chose dans ce coin-là pour vouloir faire un chantier là-dessus. C'est pas seulement pour construire des immeubles. Et donc comme par hasard, il y a une espèce de trou qui se crée et qui mène à une petite mine. Et elle décide, allez, on va l'explorer, Henri. Et Henri dit, ok. Et il la suit sans le vouloir, sans trop protester. Hein. Tu es pas un super bon parent sans vouloir être vexant, vieux. Pas une très bonne figure parentale. Et donc elle n'arrête pas de lui dire, ouais, il faut que tu crois, la magie, tout ça. Elle tombe sur un morceau du soulier de verre de Cendrillon. Et se dit, ah ouais, c'est la preuve. Et alors il dit, un morceau de verre, t'es sûr? Et moi aussi, qu'est-ce que... Ouais, tu as prouvé grand chose. Ah ouais, maman, regarde! Un morceau de verre, ouais, tu m'as prouvé quelque chose, chérie. Wouh! Je suis un peu la chérie avant les bœufs, ma petite, hein. C'est pas avec ça que tu vas prouver grand chose, hein. Donc, ouais, elle a l'air plutôt hypé par cette grande découverte. Comme je dis, c'est juste un morceau de verre brisé, quoi. Ça n'a aucune signification hors contexte quand on montre ça, mais bon, elle... Et pendant ce temps-là, la pétition suit bon train, ça a l'air de très bien marcher et c'est très bien parti pour faire stopper la construction. Et c'est là que la méchante Victorien vient voir Cendrillon pour lui dire ok, je te propose un truc, t'arrêtes ça, tu brûles ta pétition complètement et je te promets un appart dans ces nouvelles constructions où tu pourras vivre avec ta fille. Elle le prend plutôt bien quand même, Cendrillon, parce que ça lui permettrait de se poser bien et de pouvoir vivre avec sa fille, puisque aux dernières nouvelles, elle a toujours plus la garde pour une raison juridique X. Et ouais, elle accepte de brûler la pétition. Et sa fille arrive juste à ce moment-là. C'est exactement la même chose que je sais plus quel épisode de la saison 1 au début, où il y a une conversation entre Regina et Emma, et elle fait admettre à Emma qu'elle croit pas en ce que dit son fils et où ils s'entrahissent exactement la même chose. Et puis elle dit comment peux-tu faire ça? Tu es censée être une héroïne, les héroïnes font les choses bien. Moi je suis pas une héroïne, je suis ta mère avant tout. Je veux pas vivre avec toi comme ça. Ouais, je pense que j'y ai mis plus d'émotion qu'elle. Hein. Bon, j'exagère, je suis méchant. Mais ouais, Cendrillon, elle le vit mal et tout. Il y a à nouveau Regina qui lui fait un discours pour la requinquer, lui redonner le moral, lui faire reprendre du poil de la bête. À nouveau, vous essayez beaucoup de faire ce genre de truc en fait. Vous faites des situations qui sont vraiment identiques. Similaires, juste pour dire ah vous vous souvenez dans le flashback on fait exactement la même chose. C'était sympa au début, là ça commence à devenir un peu redondant sur le principe. Donc ouais, pareil, Regina lui fait un discours qui lui redonne du poil à la bête et lui fait comprendre qu'elle doit être une héroïne pour sa fille. Et donc elle décide de relancer la pétition et ça remarche. Et la construction est avortée aux joies, ce qui veut dire que Victoria va conserver la garde de Lucy.
Très bien, et que tu vas pouvoir continuer à vivre dans ton appart minable avec ta coloc, avec un salaire de merde. Très bien, c'est une bonne chose, mais t'as fait ce qui était juste. T'as protégé un jardin et empêché la construction d'immeubles où on aurait pu loger des gens. Je sais que c'est des immeubles qui auraient été vendus pour du profit et c'était une méchante personne à sa tête. Là, j'essaie de me plaindre pour rien, je reconnais. Je vais vous dire un truc par rapport à Cendrillon, j'arrive pas à accrocher. Je sais pas si ça vient de l'actrice que je trouve passable, ça vient du fait que ce soit une Blanche-Neige bis, dans le fait que elle a essayé de fuir ses responsabilités à un moment donné, son passé tragique, lente, et elle se dit elle veut se barrer pour ne plus causer de problème à tout le monde, que comme ça, comme Blanche-Neige l'a fait, ou si c'est parce que je sais que ça va durer qu'une seule saison et que j'aurais pas l'occasion de la voir être développée particulièrement en tant que personnage principal. Mais ouais, je m'en fous de son histoire. Je, je dis pas que c'est mauvais, mais je- j'arrive pas à avoir de l'intérêt pour. Désolé pour les fans, hein, il y a aussi le fait que, ouais, on a déjà une Cendrillon. Ça aussi, ça me reste légèrement à travers la gorge, vous auriez pu prendre quelqu'un d'autre. C'est comme Tiana, honnêtement, vous auriez pu prendre quelqu'un d'autre que Tiana pour devenir chef de rébellion. Vous auriez pu prendre Mulan, merde. Mulan, vous auriez pu faire revenir Mulan pour ça. Excusez-moi, je radote, excusez-moi. Mais ouais, pas emballé par ce nouveau personnage pour l'instant. Son histoire fait très redite. Je pense que c'est le gros problème quand même. Et, ouais, donc à la fin, il y a Lucie qui donne à Henri le bout de soulier pour lui dire maintenant ma mère a compris qu'elle était une héroïne et donc elle a pas besoin de ça pour le lui rappeler, même si ça lui aurait rien rappelé du tout. Adieu maman, regarde ce morceau de soulier. Donc ça lui aurait rien rappelé, débile, vraiment. Et je sais que c'est une enfant de 8 ans ou un truc comme ça, mais même bon. Et donc, elle fait ça pour convaincre son père qu'il doit trouver chaussure à son pied, en la personne de Cendrillon, hein, bien sûr. Mais c'est juste à ce moment-là que je sais pas trop ce qui se passe. Il a retrouvé la trace de la tombe de sa mère et de sa fille, fictive, imaginaire, qu'on lui a implantée. Ok, alors oui, juste un truc, j'arrive pas à parler parce que c'est un truc qui m'a bien fait marrer sur le coup. Alors pendant qu'il y a une conversation entre Lucie et Henri, et que Lucie dit ah t'as pas trouvé le cimetière, il était pas là, tu trouves pas ça bizarre? Peut-être qu'il a été déplacé. Mais oui, bien sûr, Henri, un cimetière déplacé, évidemment. Non mais sérieusement, il dit ça comme ça dans la conversation. C'est quoi cette excuse de merde? Oui, peut-être qu'il a été déplacé, ce cimetière. On a déterré tous les cadavres, on a redéplacé toutes les tombes. Voilà, le cimetière a été déplacé. Je sais pas si ça se fait. Je suis pas un spécialiste, mais je pense pas que ça se fasse. Je pense pas, personnellement. Hein, mais reprenez-moi si je me trompe, hein, si ça se fait, c'est quelque chose quand même. Déplacer le cimetière. Mais ouais, il a retrouvé la trace des tombeaux de sa fausse femme et de sa fausse fille. Voilà, donc il les a retrouvés, je sais pas, en consultant la liste des cimetières que Kylian lui a donné, j'imagine, dans l'épisode précédent. Et voilà, il a retrouvé les tombeaux dans un cimetière quelque part. Et je puisse pas, quoi. Si on lui a implanté des faux souvenirs et que ces tombes existent, pourquoi il n'y a pas implanté directement les souvenirs de l'endroit exact de ces tombes? Pourquoi il aurait des souvenirs faux de l'emplacement de ces tombes, alors que ces tombes se trouvent et existent réellement et qu'elles se trouvent à un endroit dont il aurait pu se souvenir direct? Je comprends pas. Je comprends pas le délire. Là, je comprends un peu l'intention derrière ça, c'est-à-dire que oui, Henri commence un tout petit peu à s'approcher de Cendrillon et à envisager d'être avec elle suite au discours de Lucie, très joli tout ça. Et tout d'un coup, il y a ça qui lui revient en pleine gueule, qui lui fait se dire ah bah non, il a connu un espèce de chagrin d'amour avec ses proches qui sont morts, et cette fausse réalité lui revient en pleine tête, et ça crée du drame, tout ça. C'est un peu ce qu'ils ont essayé de faire avec Blanche-Neige et le Prince Charmant dans la saison 1. Redite, mais
Ouais, ça n'a aucun sens qu'il les découvre que maintenant, les tombes. C'est... Je... Oh. C'est pas tout à fait fini l'épisode. On apprend que Victoria a quand même réussi à avoir ce qu'elle est venue fouiller dans cet endroit-là durant la construction, donc ouais. Le grand moment d'héroïsme de Cendrillon n'a pas servi à grand chose. Enfin, à part garder le jardin tel qu'il est, comme ça on aura un joli petit décor qu'on pourra reprendre. Et donc ouais, ce qu'elle a voulu chercher là-dedans, c'est le tombeau où se trouve sa fille Anastasie. Voilà, et elle compte la faire revivre toujours, et pour ça elle a besoin de l'aide d'une... Alors, je sais pas qui c'est, une femme qu'elle a enchaînée dans un sous-sol à plusieurs étages en dessous de la terre, qui semble bien connaître le coin, elle n'est pas touchée par la malédiction, elle se souvient bien des trucs à faire. Et j'ai aucune idée de qui c'est, elle a les cheveux un peu bizarres, en pétard, c'est pas, c'est une sorcière connue, genre Madame Mime ou un truc comme ça, j'en sais rien, je vois pas qui ça peut être. Non mais elle lui dit, ah maintenant tu vas pouvoir lancer ton sort, mais si tu lances ton sort, alors, pour faire revivre sa fille, il faut qu'elle fasse en sorte que Lucie ne croit plus au conte de fées. C'est comme ça que ça marche maintenant, magie, tout ça. Et une fois qu'elle l'aura fait, eh ben, ce sera autour de cette femme enchaînée qui apparemment, semble-t-il, sera peut-être la grande méchante finale après la méchante Trémène. Une fois qu'elle aura ressuscité sa fille, apparemment ce sera la méchante enchaînée sera libérée et ce sera elle qui pourra faire la loi dans le coin ou un truc comme ça. Ouais. Ok, je sais pas, pour l'instant je sais pas trop quoi penser de ça, donc... Épisode passable. Voilà, comme je l'ai dit, j'arrive pas à accrocher à l'histoire de Cendrillon et de la belle-mère. Je peux pas dire que ce soit mauvais. C'est fait tout à fait acceptablement, mais j'accroche pas du tout à ces nouveaux personnages parce que c'est de la redite. Voilà, c'est de la redite. Et en toute honnêteté, je veux dire, le passé concret entre Cendrillon et Lily Tremaine, ça aurait pu être, on aurait pu créer quelque chose de similaire autour de personnages différents que ceux de Cendrillon, ça aurait été pareil. Donc ouais, je pige pas trop ça. Je pige vraiment pas le concept de reprendre un personnage existant juste pour ça. Tant plus que pour l'instant on a que Cendrillon. Hein, je veux dire, il y a le Kylian du Royaume des Vœux, mais le Royaume des Vœux est un peu particulier. Et comme je dis, ça reste très maladroitement amené, je trouve. Mais ouais, il y a que Cendrillon qui est reprise en deuxième version. Et je trouve ça, si c'est seulement pour faire que Cendrillon, pouf, ça servait à rien, quoi. Enfin bref, c'est une histoire qui allait correctement, c'est juste que les personnages n'arrivent pas à m'accrocher, c'est tout. Et donc, je sais pas, peut-être que vous arriverez à faire ça au fur et à mesure, mais pour l'instant, je ne suis pas pris de temps. Voilà, je suis pas particulièrement pris de temps. À bientôt pour l'épisode suivant. Ciao!